Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler des protocoles de routage. Et sur novelleclasse.com, déjà, on va faire des vidéos d'exercices corrigés, mais on va aussi corriger ensemble l'intégralité du sujet 0 du bac. Donc pour voir tout ça, c'est sur novelleclasse.com, et on est parti pour la vidéo de cours sur les protocoles de routage. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les protocoles de routage, ce sont des algorithmes qui vont orienter les paquets sur le réseau. Tout ça, on en a parlé dans la vidéo de cours précédente. Donc si tu ne l'as pas vu, regarde la vidéo de cours précédente sur le routage de manière générale avant de regarder celle-ci. Les routeurs, ils ont donc pour mission d'orienter les paquets sur un réseau. Pour savoir comment orienter ces paquets, les routeurs disposent de tables de routage. Une table de routage, c'est tout simplement un tableau qui contient des informations importantes pour permettre au routeur d'envoyer le paquet au bon endroit. On va découvrir tout ça ensemble très concrètement avec un petit exemple sur ma feuille. C'est parti! Alors imaginons tout d'abord deux routeurs. Donc je vais dessiner ici le routeur 1, comme ceci, et ici le routeur 2, comme ceci. Ces deux routeurs, ils sont connectés l'un à l'autre, comme ceci. Le routeur 1, de son côté, il est relié à deux switches, qu'on va appeler switch 1 et switch 2, qui sont donc reliés à notre routeur numéro 1, comme ceci. Et le routeur numéro 2, quant à lui, il est relié au switch numéro 3. De son côté, le switch 1 est relié à deux machines, qu'on va pouvoir appeler M1 et M2, comme ceci. Le switch 2 également est relié à deux machines, M1 et M2, comme ceci. Et le switch 3, quant à lui, il est relié à trois machines. Alors évidemment, chaque machine a sa propre adresse IP, mais on ne va pas rentrer dans le détail ici. Ce que l'on va noter, c'est que le switch 1 forme un premier réseau qui aura pour adresse 192.168.0.0/16. Le switch 2, il forme un deuxième réseau qui a pour adresse 192.169.0.0/16. Et le switch 3, ici, il forme un troisième réseau qui a pour adresse 192.170.0.0/16. Au niveau des liaisons qui existent, on va appeler cette liaison ETH0 pour Ethernet 0, cette liaison ETH1 pour Ethernet 1, cette liaison ETH2, qui est donc la liaison entre le routeur 1 et le routeur 2, et cette liaison, on va l'appeler ETH0, qui est l'Ethernet 0 du routeur 2. Et pour l'exemple, nous allons écrire la table de routage du routeur 1, qui est juste ici. Pour notre table de routage, nous allons avoir trois colonnes, une colonne destination, une colonne passerelle et une colonne métrique. Alors normalement, dans une table de routage, on ne met que des adresses IP, mais pour bien comprendre le concept et simplifier un petit peu les représentations, nous allons dans cet exemple mettre d'autres choses, d'autres valeurs que des adresses IP, mais normalement, on ne met que des adresses IP dans une table de routage. Commençons par une première destination, par exemple ce réseau. Ce réseau, il a cette adresse qu'on va donc noter ici dans destination 192.168.0.0/16. Quelle est la passerelle pour aller sur ce réseau depuis le routeur 1, puisqu'on représente ici la table de routage du routeur 1? Eh bien, on va devoir passer par cette liaison qui s'appelle ETH0. Je vais donc dire que la passerelle, c'est ETH0. Et puis pour la métrique, ici la métrique sera égale à 0, tout simplement parce que le routeur 1 est directement relié à ce réseau par ETH0. La métrique est donc égale à 0, car le routeur 1 est directement relié à cette destination. Hop, petite pause. Il existe deux conventions. La première dit que lorsque deux routeurs sont à proximité immédiate, leur métrique est égale à 0. Et la deuxième convention dit que lorsque deux routeurs sont à proximité immédiate, leur métrique est égale à 1. Les deux conventions sont possibles. Et d'ailleurs, dans le sujet 0 du bac de NSI 2021, on utilise plutôt la deuxième convention qui dit que la métrique est égale à 1 lorsque deux routeurs sont à proximité immédiate. Dans cette vidéo de cours, je décide d'utiliser la première métrique qui dit que lorsque deux routeurs sont à proximité immédiate, leur métrique est égale à 0. Mais les deux conventions sont possibles et il faut donc faire bien attention à quelle convention on utilise dans les exercices. Faisons de même pour une deuxième destination, par exemple ce réseau-ci, qui a pour adresse 192.169.0.0/16.
La passerelle, cette fois-ci, c'est ETH1, qu'on a juste ici comme ceci, et la métrique sera également égale à 0. Si je veux maintenant atteindre le routeur 2 qui est ici, je vais noter routeur 2. Donc comme je te l'ai dit, normalement, on ne note que des adresses IP, mais là, pour simplifier, on va écrire routeur 2. La passerelle entre les deux, c'est ETH2 et la métrique 0, car les deux routeurs sont directement reliés. Mais attention, si je veux accéder à mon réseau qui est situé ici, qui a donc pour adresse 192.170.0.0/16, eh bien je vais devoir passer par le routeur 2. Si je suis sur le routeur 1, je dois passer par le routeur 2 pour accéder à ce réseau. Ma passerelle, cette fois-ci, ce sera donc le routeur numéro 2. Et comme tu peux le voir ici, nous avons un intermédiaire entre le routeur 1 et ce réseau-ci. L'intermédiaire, c'est le routeur 2. On aura donc une métrique de 1, car nous avons un intermédiaire. Mais alors, comment un routeur fait-il pour compléter sa table de routage? Pour compléter sa table de routage avec des réseaux qui sont très proches du routeur, qui sont à proximité immédiate du routeur, eh bien c'est très facile avec une métrique de 0. Par contre, pour tous les réseaux qui ont une métrique strictement supérieure à 0, c'est déjà plus compliqué. Pour compléter les tables de routage des routeurs, il existe deux méthodes. Tout d'abord, la méthode statique, qui consiste à remplir manuellement les tables de routage des routeurs, ce qu'il est possible de faire pour de tout petits réseaux. Mais la méthode la plus utilisée, bien évidemment, c'est la méthode dynamique, qui fait appel au protocole de routage dont on va parler maintenant. Dans ce cours, on va en étudier deux. On va tout d'abord étudier le protocole RIP, et ensuite, on étudiera ensemble le protocole OSPF. Voici comment fonctionne le protocole RIP. Chaque routeur, donc sur cet exemple le routeur 1 et le routeur 2, eh bien ils envoient périodiquement un message à leurs voisins. Ce message, il contient tous les réseaux qui sont directement liés à ces routeurs. Par exemple, périodiquement, le routeur 1 va envoyer au routeur 2 les informations suivantes. Mes réseaux de proximité, c'est le réseau 192.168.0.0/16 et le réseau 192.169.0.0/16. Et le routeur 2, quant à lui, il va envoyer périodiquement au routeur 1 ses réseaux de proximité, par exemple ici 192.170.0.0/16. Les routeurs vont donc recevoir les informations de leurs voisins et ils vont mettre à jour automatiquement leur table avec les informations reçues. Pour te donner un exemple très concret, le routeur 2 va dire au routeur 1 « Je connais le réseau 192.170.0.0/16 ». Le routeur 1 sait donc que s'il reçoit un paquet qui doit arriver sur ce réseau, eh bien le paquet devra passer par le routeur 2. Et donc le routeur 1 saura qu'il doit faire passer le paquet par le routeur 2 pour accéder à ce réseau. Pour le calcul de la métrique qu'on a vu juste ici, eh bien avec ce protocole, on va tout simplement calculer le nombre de routeurs qu'un paquet doit traverser pour accéder au réseau cible. Et c'est ça qui nous permettra de calculer la métrique. Alors ce protocole, il est très utile pour de tout petits réseaux comme celui-ci, mais il a quelques inconvénients. Pour les gros réseaux, cela génère un trafic important de données sur le réseau, donc ça sature complètement le réseau parce que les routeurs doivent constamment communiquer entre eux sur tous les réseaux qu'ils ont à proximité. Et puis on a une limite de 15 sauts, c'est-à-dire qu'on peut avoir au maximum 15 intermédiaires d'un routeur jusqu'à un réseau cible. À cause de ces inconvénients, on a mis en place un deuxième protocole qui s'appelle le protocole OSPF. Le protocole OSPF, en fait, il a un fonctionnement très proche du protocole RIP, sauf que cette fois-ci, pour le calcul de la métrique, on ne prend pas en considération le nombre de sauts, mais le coût de chaque route. C'est-à-dire qu'on associe un coût à chacune des routes qui sont représentées ici, par exemple. Ce coût, il est lié au débit des liaisons, qui est exprimé en bits par seconde. Et si on a un coût faible, eh bien évidemment, ce sera privilégié pour faire passer les paquets par cette route. Et voilà, j'espère que cette vidéo de cours était très claire pour toi. Et sur novelclass.com, on corrige le sujet 0 du bac de NSI en terminale. Pour voir ça, c'est sur Novelclass. Je te dis à tout de suite. C'était Théo, ciao.